Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio dans l'émission La vie du peuple et nous accueillons sur notre plateau Reba da Silveira, Reba da Silveira, modèle et multi-artiste de Paris. Bonjour Reba. Bonjour Romain. Un grand merci à toi d'être parmi nous, c'est un plaisir de t'accueillir sur le plateau. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, Reba, comme j'ai dit en introduction, tu es modèle. Mais quelle est la différence entre être modèle et être mannequin? Les mensurations. Alors, être modèle, les mensurations vont moins compter que lorsque on est mannequin. Parce que, être modèle, c'est d'abord la taille. Excuse-moi. Être mannequin, c'est d'abord la taille. Et je n'ai pas la taille, je suis pas grande. À l'époque, oui, j'étais filiforme, donc je rentrais dans des cases. Mais la case de la taille n'était pas cochée. Donc forcément, je ne pouvais pas être mannequin, même s'il y avait beaucoup de choses qui intéressaient les chasseurs de tête ou les personnes qui vont rechercher les mannequins ou les modèles. Mais la taille ne rentrait pas dedans. Donc c'est vraiment une question de mensuration et de taille. Donc c'est ça la différence entre les deux. C'est important de préciser parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Moi, le premier, j'ai découvert ça lorsqu'on a préparé l'émission. Alors, Reba, comment es-tu arrivé dans l'univers du modèle? Comment es-tu entré dans ce monde? Je dirais que j'étais pas du tout amenée à y rentrer. Et pourtant, après avoir discuté avec toi, je me rends compte que si, parce que le milieu de l'image a toujours existé dans ma famille, et que mon père a fait de moi un peu ce qu'on appellerait une espèce de bête de concours, parce que il fallait toujours rentrer dans des clous au niveau du poids, au niveau de ce que tu portes sur toi, au niveau de ce qu'est ta coiffure. Et que, c'était un peu pour moi comment dire ça, une rencontre inattendue. Un chasseur de tête qui arrive là alors qu'on est en vacances en Corse et qui tout à coup se dit que il va monter un petit peu dans les hauteurs et donc on va rencontrer cet homme, parce que c'est un homme qui vient nous parler alors qu'on est de jeunes femmes tout ensemble pour les vacances à Ajaccio en Corse et qui a vu en moi ce que moi j'ai pas vu, hein, sincèrement, mais du coup il va me proposer de venir en casting pour une grosse marque à l'époque qui est Benetton et qui brasse beaucoup tout ce qui est racial. Voilà. Et donc, comment s'est déroulé ce premier casting? Ce premier casting était angoissant parce que tout ce qu'on ne connaît pas est angoissant. Et moi, la première. Et du coup, en fait, j'arrive. On me reçoit vraiment très poliment et vraiment dans la bienveillance. Et du coup, d'autres jeunes sont là pour postuler. Certains qui travaillent, j'y travaillais parce que l'État ne considère pas que pour les enfants c'est un travail, mais c'est un travail. Et tout à coup, là, je vois plein de jeunes de mon âge, mais je vois aussi des gens qui sont assez calés et qui connaissent bien leur boulot, même s'ils ont notre âge. Et c'est difficile, ça fait peur. Mais comme je t'ai dit, je pense qu'on m'a préparé bien avant et que ce qui arrive là, c'est finalement ce qui devait arriver. Mais ça fait peur et on y va quand même. C'est un dépassement, c'est une estime de soi, c'est beaucoup de choses à la fois. Et lorsque tu arrives à ce premier casting, on te demande ta taille, ton poids, tout de suite.
Oui, exactement, tout à fait. Mais de toute façon, le chasseur de tête qui prend déjà son engagement sur le fait de te faire venir au casting te demande déjà ton poids et ta taille. Bon, tu lui dis ce que tu as envie de lui dire, hein. Lui note sur son Polaroid qu'il a pris, en fait, ton nom, ton prénom, ton poids, ta taille. Voilà. Et donc, quand tu arrives, effectivement, pour le casting, on te pose la question parce que c'est nécessaire de savoir si tu dois être habillé, quel poids tu fais, quelles sont tes mensurations. Et donc, du coup, oui, on me pose la question et j'ai un peu l'impression de passer une visite médicale. Donc là, à ce moment, tu es en Corse, en vacances, c'est ça? Donc tu passes le casting. Mm. Et toi, tu rentres sur Paris et tu reçois un coup de téléphone. Alors, j'avoue que, ouais, c'était assez bizarre. Parfois, des choses comme ça nous arrivent. Il m'a casté, on est en vacances. Le casting se faisait durant les vacances. Et c'était juste, je crois, c'était un jour avant qu'on ne parte. Donc j'avoue que j'étais un peu stressée. Je me disais, bon, ok, vas-y, ton casting, là, tu me l'as fait là, maintenant, mais je pars, moi, en fait. Et en fait, il m'a dit que le casting se passait ici, mais que après c'était à Paris. Et comme je partais à Paris, bah, en fait, le destin m'avait suivi à Paris. Et donc, un mois après, tu es convoqué dans une agence de mannequins. Comment tu as ressenti ce premier shooting? Oh, ben, c'est de la joie, c'est de la peur, c'est de la validation, c'est une première fois, c'est des choses qui te sont propres, mais en même temps, tu te dis que il y a une estime de toi et tu te dis que certaines personnes ou ces personnes-là l'ont reconnu et donc du coup la validation est toujours bonne à prendre et je pense que aussi bien la peur était là, mais que j'étais heureuse d'être là. Et tu es... Alors, je me mets toujours dans la position d'une personne qui découvre ce monde. Les photos sont prises... Il y a beaucoup de photos qui sont prises durant même plusieurs heures. Oui, tout à fait. En fait, beaucoup de personnes se disent que faire de la photo ou autre chose qui est de l'art et de l'image, ça se fait en 2 secondes. Non, en fait, on vous mitraille pendant 3 4 heures avec des filtres, des lumières, des choses qui sont assez agressives en fait. Et j'avoue que ouais, j'ai... Bon, c'était la première fois. Voilà. Et même le fait de prendre des pauses aussi. Alors oui, c'est comme je te disais, en fait, les poses, bah, les photographes savent ce qu'ils veulent. Les poses, on t'amène à les prendre. Elles sont un peu subjectives, en fait, dans la manière dont les photographes vont diriger et tout ton corps, parce que c'est, on dirige ton corps. Et donc, du coup, au début, je sais pas du tout prendre de pause. Même si, enfant, j'ai beaucoup été pris en photo avec mes frères et sœurs, les poses étaient complètement inconnues, en fait, de ma personne. Et j'ai eu la chance d'avoir un photographe qui était là, qui avait vraiment ce truc à cœur de faire son métier. Et donc, du coup, il m'a dirigé. Et peut-être vers la fin, j'ai réussi un petit peu à être un petit peu plus à l'aise et à donner peut-être des petites choses de moi. Donc ce fut une belle première expérience, en tout cas, ce shooting. Oui, tout à fait. C'était une super bonne expérience parce que je m'y attendais pas du tout. Parce qu'il y avait des jeunes de mon âge et que j'ai rencontré des gens qui étaient assez agréables et parce qu'il y avait une bienveillance, même si beaucoup de gens à cette époque pensaient que Benetton était un peu dans le racisme. Mais vraiment, c'était une très bonne expérience. Ouais. Et donc, il y a une photo qui est sortie, qui est affichée. La Oui. première photo.
Est-ce que tu peux nous en dire Oui. quelques mots? J'avoue que c'était compliqué. Parce que c'est vrai que ben pour la première fois, même si on voit des images de nous depuis qu'on est petit, ben, pour la première fois, c'est une image qui est affichée dans des endroits qui sont des lieux communs. Et en plus, en fait, on voit la photo et moi, je me suis trouvée très belle sur la photo, alors que ce n'était pas du tout ce que je pensais dans la réalité. Et en plus de ça, bah, je me suis demandé, mais en fait, qui est cette personne? Parce qu'il y a des retouches. Il y a des retouches sur la photo? Oui. Qu'est-ce qui a été retouché? Bah, à l'époque, peut-être que, en fait, très vite, il y a eu Jean-Paul Goud qui a, qui a fait passer Grace Jones, qui était très noir de peau et qui a très très bien fonctionné. Et juste après, on est passé à éclaircir la peau des personnes noires. Et j'avoue que quand j'ai vu la première fois la photo, je me suis dit, mais en fait, ok, je reconnais bien mes attitudes, je reconnais bien qui je suis, mais je reconnais pas la couleur de peau. Et en fait, aussi bien ils avaient mis très peu de filtres parce qu'ils voulaient quelque chose de naturel, mais aussi bien, je pense que à ce moment-là, ma couleur de peau ne correspondait pas à ce que attendait Benetton. Et donc du coup, bah, les retouches ont été vraiment sur la peau et sur le visage pour marquer bien les traits, voilà, surtout des pommettes, tout ça et tout, des petites ombres rajoutées, ou voilà, mais vraiment la peau et les pommettes, ouais. Et donc cette photo a été affichée au Japon, c'est ça? Oui, Oui. Toi, qu'as-tu ressenti lorsque tu as vu pour la première fois cette photo? waouh, ben c'était magique. C'était magique aussi bien de se voir et de s'apprécier. Parce que, comme je te l'ai dit, je viens d'une famille assez difficile. Et la beauté ou ce qu'on représente n'est pas forcément évalué. Et n'est pas forcément, comment dire ça, on te donne pas forcément confiance en toi. Et j'avoue que cette photo a été euh, une première manière d'avoir de l'estime de moi-même. Et aussi ce truc de se dire quand on est ado qu'on va devenir célèbre. C'est... Ouais. Et j'étais contente de voir que je pouvais faire quelque chose qui, qui me faisait du bien. Donc une première expérience, une bonne première expérience qui t'a donné Oui. confiance. Mhm. Est-ce que ensuite tu continues par toi-même de faire des castings ou bien ce sont d'autres personnes qui viennent te chasser? Je ne sais pas si on peut employer ce mot, mais Oui, tout à fait. Tu peux employer ce mot-là, Romain. La problématique, c'est que oui, effectivement, on vient te chasser. Parce que beaucoup de personnes postulent en agence et ont des agents. Mais en fait, il y a des gens qu'on appelle des chasseurs de tête. En fait, c'est des personnes qui se baladent dans des villes ou dans différents endroits ou même dans certains pays. Et en fait, j'avoue que moi, je sais pas si j'avais pas envie ou si j'avais pas d'estime de moi-même, mais je sais que en fait, j'ai pas été tout de suite de moi et que ça n'est jamais vraiment venu de moi. En fait, ça a toujours été des gens qui ont repéré ce qu'ils voyaient en moi et ce qu'ils voulaient pour la photo. Et donc, deuxième photo, ça a été Heidi, qui est un magazine de photos et pour les mannequins et pour les photographes. Et donc, du coup, j'ai été castée encore à la sauvage, cette fois-ci dans un bar. et donc tu décides d'aller à ce shooting, c'est ça? Ouais.
C'est ça, oui. Et je me suis demandé, on parlait des postures tout Mm, à l'heure, tu en as parlé un petit peu brièvement, donc les modèles sont dirigés mm. par les photographes, mais est-ce que les modèles ont leur mot à dire sur certaines postures, ou bien c'est interdit de parler? C'est justement ça le plus gros problème de la photo, c'est que celui qui te prend en photo et celui qui demande la photo veut obtenir absolument ce qu'on appelle un produit fini. Donc oui, tu peux prendre les poses que tu veux. La plupart du temps, le photographe dirige et t'amène forcément à ce qu'on leur demande de faire. Il y a une commande qui est derrière, hein, donc pour tous les photographes qui ne sont pas des photographes libres dans leur pratique de l'art, beaucoup de gens qui vont travailler vraiment avec un budget et tout vont avoir une commande. Donc du coup, toi, tu peux proposer des poses. Souvent, le photographe va te diriger, mais le produit fini, tu n'as vraiment aucun mot à dire dessus en fait. Donc par la suite, tu as fait beaucoup de shooting, beaucoup de photos, comme Mm. tu as dit, Heidi, le Mm. magazine Têtu aussi, Voilà, tout à tu as fait. posé pour Têtu, Voilà. et tu as travaillé un temps avec Chanel, Oui, une tout à fait. expérience plutôt mauvaise. Mhm. Comme je disais, en fait, les grosses boîtes et effectivement les marques les plus connues ont beaucoup plus d'exigences et on va rencontrer des gens qu'on va pas rencontrer dans des milieux où, en fait, c'est les plus petits milieux. Chanel, c'est immense. C'est dans le monde. Voilà. Et j'avoue que oui, c'était ma plus mauvaise expérience. Parce que, en fait, déjà, le casting s'est passé dans une maison avec une personne que beaucoup de personnes connaissent, qui est une actrice qui s'appelle Julie Gaillet. Et en fait, on était chez son frère et chez elle. Et des casteurs étaient là. Je pense que c'était normal parce que c'est la télé, quoi que ce soit et tout. Et en fait, donc du coup, on était castés très vite. J'étais à l'époque avec mon ex. Et donc du coup, on a été pris en pola. Le premier truc, c'est le pola, hein, voilà. Quand ils arrivent, c'est le pola. C'est, voilà, ils te dévisagent, ils remarquent toutes les choses qui vont faire que ben, tu vas pouvoir rentrer, en fait, dans ce qu'ils demandent, hein. Et donc, du coup, en fait, bah, on nous caste, hop, le mec, il prend les photos, ces petites polas là, et donc, du coup, bon, bah, c'est cool, voilà, un petit truc à regagner au niveau salarial à ce moment-là. Et donc, du coup, ben, je suis casté, déjà, il y a la photo, tac, 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 on nous demande de venir plus tard, c'est-à-dire quelques jours plus tard. Mais en fait, ce qui se passe pour moi est quelque chose de assez inattendu parce que toujours on se demande pourquoi en fait moi. Et donc du coup, le lendemain, alors que j'étais encore complètement fatiguée et cassée, j'ai quelqu'un qui m'appelle au téléphone, c'est un agent, et qui me dit que en fait je suis retenue pour le casting de Coco Chanel et que je suis parmi 25 personnes. Et c'est très peu parce que le casting était vraiment très gros, d'environ 200 personnes. Et donc on me dit que je suis choisie non seulement pour porter des vêtements qui sont des vêtements de Coco Chanel, de Saint Laurent, beaucoup comment ça s'appelle, de collaboration, et, et que je vais te maquiller, que je vais t'habiller, et que je vais paraître en tant que silhouette. Et silhouette, c'est déjà très important parce que ça vient juste après le mannequin chez Coco Chanel, qui était à l'époque Keira McNally. Et donc du coup, en fait, je me suis dit, mais c'est quelque chose d'important.
Et comment ça se déroule, ce casting? J'avoue que c'est celui que j'ai le plus détesté. Il y avait je me suis peut-être trompé en préparant mes notes, mais il n'y avait pas une forme de classement, c'est ça? Si, justement, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est celui que j'ai le plus détesté. C'est que vraiment, il y avait beaucoup d'attentes. Déjà, très vite, j'ai compris qu'effectivement, j'étais silhouette et non pas figurante. Et donc, du coup, on avait des placements. Ça se passait au palais de Tokyo, que beaucoup de Parisiens connaissent. Et dans une espèce de grande cour comme ça, hyper immense et qui t'en jette plein les yeux. Et donc, du coup, ben, dès le début, on nous a donné des endroits où être en fonction de quand le mannequin et du coup aussi la comédienne, qui est la même personne, descendrait. Et donc, du coup, ben, on avait nos consignes. À la base, ça aurait dû bien se passer. Mais sauf que dans un milieu comme celui-là, où Coco Chanel est une marque très connue, beaucoup de gens cherchent à être au premier rang. Et donc, très très vite, j'ai commencé à me faire bousculer alors que j'avais des placements qui avaient été donnés. J'ai commencé à être un peu irrité parce que moi et la foule, parfois, ça fait pas bon ménage. Et parce que ben, je comprenais pas pourquoi en fait autant de bousculades, autant de violence, autant de mots qui sont dits, qui sont pas très sympathiques, aussi bien de la part des modèles, euh, un petit peu moins d'ailleurs de la part de ceux qui organisent, mais quand même parfois on entend des choses qui sont pas très faciles à digérer et beaucoup de modèles comprenaient pas pourquoi moi en faisant 1m66 je me retrouvais en premier rang, voilà, avec un homme noir bien sûr, et à l'époque il y avait exactement la même coiffure que moi, et donc en fait ils ont essayé de créer des couples, mais des couples aussi par rapport à la racialisation, et par rapport aussi aux gens qui se ressemblaient, et j'avoue que ce casting, excuse-moi, non, j'avoue que cette publicité a duré toute la nuit, mais que j'ai peut-être tenu 2-3 heures maxi, en fait. Et donc là, tu prends conscience de la jalousie, des rivalités entre modèles, la compétition Mm. aussi. Et c'était la première fois que tu as ressenti ça? Bah, j'avoue que oui, dans le milieu de la photo, c'était la première fois, et dans les milieux de la publicité aussi, et que, en fait, tu vois, tu sais, on en avait discuté, et je me rends compte que on m'a toujours préparé à tout ça. Parfois, on ne sait pas ce qu'on nous donne, mais du coup, oui, là, je vois que j'ai été préparé et que, en fait, ben, aussi bizarre que ça puisse l'être, c'était difficile, mais, mais j'étais préparé. Reba, tu as eu des troubles alimentaires durant cette période. C'était un moment compliqué. On va parler de ces problèmes dans la deuxième partie, mais avant, j'aimerais qu'on fasse, si tu veux bien, qu'on passe une première chanson. Et comme cette émission, c'est ton émission, Reba, je t'ai proposé de choisir trois chansons et tu as choisi Balance de Mentissa, c'est ça? Tout Oui. à fait. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Alors, j'ai justement commencé par cette chanson parce que Balance parle de l'image que tu renvoies aux autres, parle de la validation que tu as dans la société en tant que femme, et encore plus en tant que femme noire, et que du coup, ça parle vraiment justement de ses débuts de rentrer dans des codes sociaux dans lesquels on n'est pas forcément, et que du coup, c'est vraiment sur le corps et sur l'image que l'autre a de toi. Et on va écouter la chanson que tu as choisie pour cette émission, Balance de Mentissa. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Merci.
combien cette fois de kilos en trop. Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues. C'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle. Mais plus j'avance dans les âges et plus je me déleste. Ce n'est que mon plumage. Que veux-tu que je laisse? Que veux-tu que je fasse? Ça sera jamais assez. Maintenant quand ça va pas, je me dis que ça va passer. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission La vie du peuple avec Reba da Silveira, modèle et multi-artiste de Paris. Alors Reba, comme on a dit, à la fin de la première partie de l'émission, tu as eu des problèmes d'alimentation accentués par les critères de poids à respecter dans le milieu du modèle. Alors, lorsque tu passais des castings, tu recevais des critiques de la part des personnes qui organisaient. Qu'est-ce que ces personnes te disaient? Ben, j'avoue que c'est un programme qui est là-dessus, c'est un peu difficile. En fait, les personnes qui te voient te valident. C'est-à-dire que tu rentres bien dans la case dans laquelle ils veulent. Et très souvent, c'était effectivement une problématique au niveau du poids, mais bien plus que au niveau du poids, vraiment, on va dire au niveau de la morphologie. La morphologie caucasienne n'est pas la même que la morphologie des personnes en Afrique. Et c'est vrai que très vite, j'ai pu comprendre que mes fesses étaient quelque chose de vraiment gênant pour ces personnes qui faisaient les vêtements, mais aussi bien dans les essayages ou dans les moments où du coup on devait faire la photo, ou on devait passer vraiment à l'image. Et c'était ma plus grosse problématique, vraiment les fesses. Trop de fesses, trop proéminent. C'est parce que je dis moi, hein, même si j'en dirai peut-être plus après. Mais c'était très vite quelque chose qui m'a dérangé. Peut-être aussi bien moi dans ma manière de me voir, mais aussi bien dans ce qu'on pouvait me renvoyer dans le milieu en fait. De ne pas avoir cette esthétique très lisse et pas du tout en fait, comment dire, dans la norme et dans ce qu'on voudrait de la femme en Occident.
en fait. C'est-à-dire, pour moi, être un cintre, ce que j'ai été pendant très longtemps. Et il y a une sorte de fourchette de poids dans laquelle les modèles doivent rentrer. Alors, en fait, la problématique, c'est que on rentre dans un milieu où l'image est très importante, mais aussi où il y a eu de très grandes mannequins qui ont été très malades et on évitait d'en parler. Et beaucoup ont été anorexiques. Et donc, du coup, en fait, on a commencé, moi, quand j'ai commencé à faire de la photo, à essayer de réglementer un peu le poids. Sauf que dans beaucoup de situations, même si tu es déjà très maigre, limite squelettique, on te demande encore de perdre du poids parce que tes fesses sont toujours là. Et dans d'autres milieux, on va te demander absolument de ne pas être en dessous d'un certain poids, mais de rentrer forcément dans une fourchette. Voilà. Et il faut savoir que les fourchettes sont vraiment très très minces. Ça va du 500 grammes au, on va dire, 1-2 kilos. Mais c'est vraiment très petit. C'est-à-dire que quand on boit de l'eau, déjà, les 500 grammes, voilà, on commence déjà à les dépasser. Donc on demande aux personnes, aux modèles de rentrer dans des codes, par des critères de poids, de taille. Et donc, tu commences à faire attention à ce que tu manges un peu plus intensément. Tu contrôles ton poids. Alors oui, c'est... en fait, je pense que tout ce qui était le mannequinat et le théâtre et la danse, tout ça, c'est des choses que les parents ont inculquées, mais parfois on ne s'en rend pas compte. Le contrôle du poids a toujours été, en fait, chez moi. Mon père a toujours contrôlé mon poids. Voilà. Donc, en grandissant, moi, je l'ai complètement oublié. En rentrant dans ce milieu-là, j'y suis revenu parce que... excusez-moi. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, on attendait de moi que je rentre dans des vêtements qui n'étaient pas faits pour moi. Donc, oui, petit à petit, je me suis dit, voilà, quand tu vas au casting, ou quand tu vas faire en tant que modèle, les gens sont un peu dérangés parfois si tu vas dépasser tel ou tel poids. Et donc, du coup, très vite, j'ai commencé à, même si ça avait commencé un petit peu avant, mais je suis vraiment rentré dans le dur quand j'ai commencé à faire des photos, c'est-à-dire, voilà, manger une clémentine 3 fois par jour, et une chose qui est vraiment très très difficile pour beaucoup de femmes qui vont travailler en tant que mannequin ou en tant que modèle ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a aussi la boulimie qui est une autre manière de contrôler le poids. C'est-à-dire que comme de toute façon on cache la maladie, on est quand même là à essayer de faire voir qu'on va bien, mais on a un buffet qui est là. Le buffet, la plupart des mannequins ne vont pas y toucher. Les gens qui vont y toucher vont être les photographes et ainsi de suite, tous les gens qui gravitent autour. Et donc, du coup, nous, on va manger de très petites quantités. Moi, je sais que je m'obligeais à vraiment manger des choses comme les crudités qui vont juste remplir. Et donc, du coup, aussi, ce que je faisais, c'était que si j'avais le malheur d'avoir trop mangé, j'allais me purger. Et ça ne se disait pas. Et c'est très difficile pour soi-même, en fait. Et donc, quelles étaient tes méthodes pour tenter de perdre du poids? Donc, vomissement. Donc, vomissement, contrôle exactement de ce que je mange, contrôle des calories, contrôle hydrique, c'est-à-dire que ce que je bois est aussi très important pour pouvoir rentrer dans les vêtements et pour pouvoir se dire que, ok, on a contrôlé en fait. C'est un monde de contrôle, aussi bien des autres que de soi. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, tu n'en parlais à personne, tu cachais tout ça.
Et donc tu es devenu malheureusement anorexique. Tu te pesais plusieurs fois par jour aussi. J'avoue que ouais, c'était un moment qui était assez difficile parce que ben, souvent les gens se disent que quand on fait de l'anorexie, ça peut être du narcissisme, ça peut être des choses qu'on choisit. Mais moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est une maladie. C'est vraiment une maladie. On rentre vraiment dans quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle le contrôle, ce qui n'est pas du tout réel, puisque de toute façon, quand tu te regardes dans la glace, l'image qu'elle te renvoie n'est pas du tout l'image que les autres peuvent voir ou quoi que ce soit. C'est toujours cette image tronquée de toi-même, de finalement ce à quoi tu pouvais ressembler quand tu n'étais pas contente déjà de toi-même. Donc, du coup, oui, j'ai contrôlé, j'ai essayé tout du moins. Ce n'est pas un réel contrôle, puisque le poids, la perte de poids, tu la contrôles pas réellement. Les vomissements, le moment où tu te dis que juste, ben, en fait, tu peux pas garder ce que tu as mangé parce que c'est trop anxiogène de digérer, c'est trop anxiogène de penser au fait qu'on ait quelque chose dans le corps et de se dire que ben peut-être juste boire un verre d'eau, même un demi-verre d'eau, on peut grossir. Et donc du coup, il se met en place quelque chose qui va vraiment travailler le mental. Et c'est difficile parce que tu es dans un milieu où ton image joue, mais où en fait ton image à l'intérieur de toi-même aussi joue. Et donc vraiment je suis tombée très très malade, vraiment très très malade, au point d'aller à l'hôpital régulièrement. Alors comment as-tu pu sortir de, de ce monde des grandes structures et de l'anorexie également? Mm. Alors je dirais que les grandes structures, ben, en fait très vite quand tu arrives à un poids où tu ne peux plus travailler, où ils ne sont plus censés te faire travailler, ben très vite t'es écarté. Le fait d'être hospitalisé, parce que parfois j'ai refusé hein, l'hospitalisation, comme beaucoup de femmes et certains hommes, parce que ça touche très peu les hommes. J'ai refusé à certains moments d'être hospitalisé et des médecins ont dû prendre ce choix à ma place. Mes frères n'avaient pas envie de le faire parce que peut-être, et non, même certainement, ils n'avaient pas envie que je leur en veuille. Et c'est tout à fait normal, je pense que je l'aurais pas fait non plus pour quelqu'un de ma famille. Et donc du coup, en fait, comment dire ça, les soins ont été vraiment de l'ordre des patientes que j'ai pu rencontrer, vraiment de l'ordre aussi de ma clownerie, du fait de rire aussi un peu de tout pour pouvoir alléger aussi ce qui peut être le plus difficile pour soi, et de l'ordre aussi des soignants que j'ai pu rencontrer et qui m'ont amené à voir certaines choses que je ne voyais pas et petit à petit à me sentir un petit peu mieux dans ce que je suis et dans ce que j'habite, qui est mon corps et mon esprit. Donc tu as réussi à combattre cette maladie par l'hospitalisation plusieurs fois, mais il y a d'autres choses qui t'ont aidé aussi? Alors oui, effectivement, il y a des choses qui m'ont aidé, notamment partir. Déjà, en fait, j'ai été hospitalisée pour la dernière fois il y a à peu près 3 ans et demi. Et c'était l'une de mes deuxièmes plus grosses hospitalisations. J'avais des soignants qui n'étaient pas du tout OK pour me laisser sortir de ce milieu, qui était l'hôpital et tout ce qui va avec. Et donc du coup, en fait, mes trois frères, qui sont un peu mes anges, ont décidé qu'il fallait que je parte de l'Occident, avec tous ces codes et avec tout ce qui faisait que finalement
je rentrais exactement dans la case qu'on avait cochée pour moi. Et donc, on proposait que j'aille en Afrique. Ça n'a pas été une mince affaire. Les médecins n'étaient pas forcément d'accord pour que j'y aille. J'étais pas au poids qui était correct pour pouvoir voyager. Il y a eu beaucoup de communication avec mes 3 frères, alors qu'on est 10, et c'est ces 3-là qui restent. Et beaucoup de choses où je me suis dit que, en fait, j'étais un peu arrivé aussi à la fin de ce que je pouvais, moi, donner dans le monde dans lequel on fait partie. Et que peut-être partir de là, bouger, être en mouvement, et arriver dans ce pays que j'avais quitté à l'âge de 2 ans, pouvait peut-être me faire réagir et me faire renaître. Donc c'était une bonne chose. Et Justement, tu parles de renaissance. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. oui, Ça va beaucoup mieux. Il y a un lien, cette renaissance, un lien avec la danse et le théâtre, c'est ça? Alors, depuis quand tu fais de la danse et du théâtre? alors disons que la famille dont je fais partie et même beaucoup de gens qui sont du continent africain peuvent se reconnaître aussi. On a un truc où la danse fait partie de la vie au jour le jour. Ça se dit pas en français, c'est pas grave, on s'en fout. Tous les jours on danse en Afrique. Tous les jours on danse, tous les jours on remercie. Aussi bien au Japon qu'en Afrique, la vie est un théâtre. Voilà, tout se joue tout le temps. Et le théâtre, je vais dire que j'ai commencé quand je suis rentrée en foyer, mais finalement en réalité j'ai commencé depuis très petite. Parce que quand on est enfant, on a déjà beaucoup d'imagination et que la société pour moi est un grand théâtre. Et j'ai vécu 2 ans en Afrique, je m'en souviens pas très bien, mais j'ai vécu quand même, on va dire exactement 14 ans et demi, 15 ans dans ma famille, et ça a toujours été un théâtre. Tout le monde a sa place. Et la danse, ça a été mon moteur aussi pour pouvoir avancer. Et après, a été beaucoup aussi un moteur pour l'appropriation du corps et pour se nourrir aussi tout ce dont on a besoin pour continuer à vivre. Et la danse m'a donné le sourire, m'a redonné une prise de conscience de ce que mon corps pouvait faire quand il était dans un état, on va dire, entre guillemets, normal, mais en état de marche et en état de réflexion et en état de pouvoir bouger. Oui, le théâtre et la danse ont été 2 moteurs qui m'ont bien aidé. Un moteur, 2 moteurs, pardon, 2 moteurs, et tu commences à faire des formations ensuite, grâce à ces moteurs justement, formation de père et danse. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, père, non pas comme père et mère. Donc, père, c'est P-A-I-R-E, voilà, pour les femmes. Mais je sais pas si on avait dit que j'étais non-binaire dès le début. Donc, du coup, pour moi, pas de genre vraiment fixe. C'est en fonction de là où je suis, en fonction de ce que je ressens. Et donc, oui, 2 moteurs qui m'ont amené avec la maladie à choisir vraiment ce métier de père et danse. C'est-à-dire que la père et danse, c'est en fait un métier qui commence tout juste à exister. Ça nécessite, malheureusement, d'avoir été malade, d'avoir connu une situation qui était assez longue, et j'avoue que ma maladie a été assez longue, bien plus d'une dizaine d'années, et en fait aussi d'avoir des choses à apporter à l'autre que tu as en face de toi, qui va être à peu près dans la même situation dans laquelle tu as pu être. Et moi, j'ai ce truc effectivement d'avoir été malade.
les TCA, les troubles alimentaires, mais aussi en fait une faille narcissique et tout ce qui va avec, ce qu'on appelle borderline, ainsi de suite. Les psychiatres sont toujours très forts là-dessus pour donner des mots aux choses. Et j'ai aussi tout ce qui est médium artistique. Et je me suis dit, mais attends, voilà, pour la première fois, t'entends parler de la péridance à Sainte-Anne, là où je me faisais soigner, où il y avait une dame qui arrive là et qui se présente et qui nous dit qu'elle a vécu exactement la même chose que nous, les troubles alimentaires. Et donc du coup, je me dis, ok, vas-y, t'as fait près de 15 ans de troubles alimentaires, tu as des médiums tels que la danse, le théâtre et la photo, même si moi je n'en fais pas, qui sont des choses qui vont pouvoir aider d'autres personnes à sortir de la condition dans laquelle on nous met aussi à l'hôpital, dans une condition de dépendance, parce que en fait on est amené aussi bien, voilà, à écouter le médecin et peut-être un petit peu moins parfois à écouter ce que nous on ressent, et des fois c'est difficile, mais moi je tends à amener vraiment dans l'hôpital cette sensibilité, ces moments où on rigole, ces moments où on prend sa vie en main, où on donne, où on se donne surtout ce qui va nous aider à avancer, et où tout à coup, pour moi, l'art prend un sens qui est aussi celle de la guérison et celle de l'avancement. Et danser, ça peut être danser sa vie, ça peut être danser sa douleur, ça peut être danser tout ce qu'on veut. Le théâtre, pour moi, c'est la vie en permanence. Ce qu'on donne à voir à l'autre est toujours finalement ce qu'on a envie de donner. Ce que voit l'autre est aussi finalement ce que lui a. Et donc, ouais, ces deux moteurs me conviennent bien. Et aller vers les gens qui en ont besoin et voir ce dont ils ont besoin et ce que je peux apporter, c'est très important. Et c'est pour ça que oui, je fais cette formation. Et j'espère que ça va donner la chance à d'autres de pouvoir saisir des choses qui leur sont propres et qui leur parlent. Donc tu as cette volonté d'aider, de transmettre par l'art. On n'a pas parlé aussi de le fait de sortir les personnes de leur quotidien, parce que lorsqu'on est hospitalisé, c'est une forme de routine. Et ça, c'est important aussi, de se changer un peu d'air. Et par l'art en plus. Oui, tout à fait. C'est très, 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 très important de sortir des milieux dans lesquels on nous enferme, de l'hospitalisation, mais aussi de milieux qui vont être associatifs parfois, mais qui peuvent être très enfermants. On ne s'en rend pas compte, de toujours être avec des gens qui nous ressemblent trait pour trait dans la maladie, et parfois aussi dans des choses qu'on peut vivre dans la vie. Ça peut être très difficile, et c'est important de pouvoir amener autre chose dans ces lieux-là, de l'espoir, de la vie, parce que parfois on a l'impression qu'il y a la vie, mais la vie peut être très infime, surtout à l'hôpital, et amener autre chose que tout ça, c'est pour moi très important. Et tu as fait des stages récemment. C'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai fait des stages récemment. J'ai commencé par bosser pour une association pour... En fait, les troubles alimentaires commencent souvent dans l'adolescence. Et moi, j'ai eu à cœur de pouvoir travailler avec des personnes qui sont jeunes, et de pouvoir justement travailler aussi bien en groupe que en individuel, parce que c'est pas la même chose. Je crois que tout le monde n'est pas capable d'être dans une société où il y a une espèce de une fourmilière comme ça qui se débat,
Et parfois on peut offrir aux personnes malades un tête-à-tête. Et parfois on peut aussi offrir un groupe. Et c'est vraiment en fonction de la demande. Et donc du coup, oui, je suis arrivée avec ce truc d'apporter tout simplement déjà le sourire, le regard bienveillant et d'essayer de comprendre ce que je pouvais apporter à ces jeunes femmes à ce moment-là en fait. Alors, on n'a pas annoncé, pas encore, que tu as un nom d'artiste Oui. qui s'appelle Narcisse. Pour quelle raison ce mot? Alors, pourquoi Narcisse? Parce que Narcisse s'est perdu dans son image. Parce que dans tout ce que je raconte, finalement, il y a une grosse problématique, c'est la faille narcissique que beaucoup de femmes rencontrent, d'ailleurs. Il y a forcément des hommes qui rencontrent, mais beaucoup plus de femmes, et que on est validé par l'autre. Et que Narcisse est validée elle-même. Mais moi, je me rends compte que le narcissisme que j'ai en moi, et peut-être que j'ai aimé, mais peut-être que j'aime moins aujourd'hui, c'est la validation de l'autre. Et que je vois petit à petit, en fait, ce que j'arrive à, comment dire, à transmettre à l'autre. Ce que l'autre voit en moi, même si ce n'est pas du tout ce que moi je vois, je me rends compte à quel point voilà quoi, l'image est importante et à quel point parfois moi-même je peux me perdre à travers l'autre dans mon image et à quel point, en tout cas pour ma personne, toute cette image et tout ce que je donne à montrer et tout ce qui n'est pas forcément moi, mais ce que l'autre voit est de l'ordre du narcissisme et de l'ordre de quelque chose de bien lisse parfois pour pouvoir rentrer dans les codes. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a toujours ces critères très stricts concernant le poids, la taille des modèles, ou bien est-ce que c'est un peu plus souple, ou est-ce qu'il y a plus de contrôle? Bon, alors on va commencer par ce qui est positif. Il y a plus de contrôle parce que le TCA est beaucoup plus connu et encore plus connu dans ces milieux qui sont les milieux voilà, de l'audiovisuel, de l'image, tout ça et tout, de la publicité. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que les mensurations, même si elles ont évolué, elles restent là. La taille reste là aussi, voilà. Un minimum de 1m70, je pense que c'est même un petit peu plus pour certaines boîtes. Le côté filiforme, long et essayer de rentrer toujours dans des vêtements reste là. Maintenant, on arrive à faire... Excuse-moi 2 secondes, je bois un peu. Maintenant, on arrive à faire en sorte que au moins les mineurs aient des gens qui les accompagnent. On arrive à faire en sorte que on vérifie qu'ils aient bien mangé et qu'ils soient dans un poids qui soit normal entre guillemets, parce que de toute façon pour moi le milieu de la mode ne sera jamais normal dans le poids et dans les mensurations. Et il y a des choses qui restent pareilles et je pense comme pour la vision de la femme et les injonctions et tout ce qu'on peut lui poser sur les épaules et qui sont des charges mentales inutiles. Dans le milieu de la mode, ces charges mentales-là sont là et elles sont pas prêtes de changer, même si il y a des agences qui se développent exprès pour les personnes qui vont être en surpoids, pour les personnes racisées, et ainsi de suite. Il reste toujours ce mannequinat classique de ce qu'on recherche chez le mannequin et de ce qu'on veut montrer en fait. Donc il y a des choses qui restent et des choses qui évoluent petit à petit.
Reba, Oui. KTB Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu exprimer quelques mots sur le sujet de ton choix, qui peut être en lien avec l'art, le monde du modèle, ou pas du tout? Ce que tu souhaites. Alors, peut-être que je vais faire un condensé de tout ça. Le milieu de l'art, la société, moi-même d'ailleurs. Voilà. Ce que j'aimerais dire, c'est que parfois, on regarde les choses avec envie. Parfois, on regarde les choses avec ce qu'on nous a donné, ce qu'on a appris, le bagage qu'on peut porter. Et donc, on a une image de l'autre qui peut être une image tronquée. Une personne qui va correspondre à ce que tu attends ou à ce que la société attend n'est pas forcément la personne que tu crois qu'elle est. Je me suis beaucoup rendu compte au niveau de la société, au niveau aussi beaucoup d'amis et de gens que je rencontrais, que je représentais quelque chose de positif. De positif dans le sens où je souriais souvent, dans le sens où j'étais dans la bienveillance et dans le sens où mon image correspondait à quelque chose de beau pour eux. Moi, je vais vous dire que vraiment, je me suis jamais senti au-dessus de quelqu'un. Je ne me suis jamais sentie plus belle que telle ou telle personne. Pour moi, la beauté n'est pas seulement la beauté physique, mais elle est aussi celle qu'on entretient à l'intérieur de soi-même. Et aujourd'hui, oui, je ressens cette beauté. C'est pas forcément la beauté de toute l'image et du théâtre et de la danse, et même si c'est des choses qui continuent à me toucher et à me nourrir. Aujourd'hui, j'arrive à me dire que la beauté, c'est celle que je perçois, c'est vraiment celle que je suis à l'intérieur de moi-même, et que personne, je travaille là-dessus, ne va plus me dicter qui je suis et ne va plus me valider. Et ça, c'est important pour moi. Continuer la vie comme ça, c'est important de pouvoir me valider moi-même. On va écouter la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission, qui s'appelle Corps, de Iseult. Pour quelle raison as-tu choisi celle-ci? Alors, Iseult est vraiment quelqu'un qui m'intrigue et à la fois qui m'amène à voir la beauté autrement que celle que j'ai pu avoir par rapport à moi ou par rapport au milieu dans lequel j'étais. C'est que c'est une femme qui est... ben voilà, on parle de grossophobie, mais moi je vais utiliser le mot. Voilà, elle dépasse les normes qu'on fixe ici en Occident. Pour beaucoup de gens, elle est grosse. Pour moi, elle est enrobée. C'est une femme africaine, voilà. Elle correspond à d'autres critères qui ne sont pas celles d'ici. Et en plus, c'est une femme très intelligente. J'aime beaucoup ses textes. Et je choisis ce texte Corps, qui est vraiment un texte qui parle de la maladie, de son corps aussi, parce qu'elle joue beaucoup avec ça, de son image, parce que peut-être qu'elle est sûre d'elle-même, peut-être qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, je ne peux même pas dire, mais moi, ça me renvoie à quelque chose qui m'apaise, de pouvoir me dire que des personnes comme elle ont l'intelligence. Voilà, c'est une femme noire, je suis une femme noire. Elle a été malade, j'ai été malade, et il y a la résilience. Et cette envie de dire que, bah oui, on existe et on l'écrit et c'est beau, c'est beau. J'aime beaucoup. Et comme tu aimes beaucoup, on va écouter la chanson que tu as choisie, Corps, de Iseult. Et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple.
sur le sol. Je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables. Y'a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, de claques s'en est bouffé. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et... Et nous sommes de retour avec Reba da Silveira, modèle et multi-artiste de Paris. Alors, durant la coupure musicale, Reba, tu as souhaité dire quelque chose, dernière chose, avant de nous quitter.
Oui, voilà, la dernière chose que je souhaiterais dire, c'est que voilà, il y a beaucoup d'artistes. Je vais prendre un positionnement notamment sur les artistes femmes et encore plus les artistes femmes et racisées et dire que en fait il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce qu'on donne et dans ce qu'on fait parce que très très vite on est catégorisé, mais que en plus de ça en fait il faut savoir que en fait la femme noire véhicule beaucoup d'images et que je vais pas les sortir là tout de suite. Je pense que beaucoup le savent et vont peut-être s'intéresser aussi à savoir pourquoi. Mais en fait, j'aimerais vous amener à aller voir les artistes qui sont vraiment très très fortes au niveau de ce qu'elles font et très dans l'art et très dans la revendication et aussi dans la visibilisation. Et si vous avez l'occasion de découvrir certaines artistes femmes noires, allez-y et instruisez-vous. L'art, je pense que c'est l'une des choses qui fait que notre société peut avancer et peut vraiment être nourrie et peut-être plus serein et plus en paix pour les enfants à venir. Merci, Reba. Un grand merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir fait découvrir ton parcours. Avant de nous quitter, on va écouter une dernière chanson que tu as choisie, Chérie Coco, de Magic System. Pour quelle raison tu as choisi celle-ci ? Alors, déjà, je vais te dire merci beaucoup, Romain, de m'avoir reçu. C'est un plaisir de pouvoir communiquer avec toi et de pouvoir donner un peu mon point de vue, parce que ce n'est que mon point de vue, tout ce que j'ai dit, et ce n'est que mon vécu. Et pourquoi Chérie Coco ? Parce que en fait, Chérie Coco au Togo, c'est vraiment mon amour, quoi. C'est un peu mon précieux, c'est un peu voilà, quelque chose qui est très très cher. Et souvent on dit Chérie Coco aussi bien à la femme qu'à l'homme qui est dans sa vie, ou même parfois à ses enfants. Et pourquoi Chérie Coco, pour terminer, c'est que on est aussi bien dans quelque chose qui est dans le festif, parce qu'en Afrique, on a vraiment ce truc-là aussi de pouvoir donner, célébrer et être dans le festif, parce que Chérie Coco est aussi l'élection d'une femme voilà, sur le podium. Donc ça rejoint aussi ce début voilà, de la photo, du mannequinat, tout ça. Et parce que l'Afrique fait partie de mon cœur. Donc voilà. Donc Chérie Coco, ça réunit pas mal de choses. On va l'écouter pour terminer cette émission. Merci Reba. Merci beaucoup. Un grand merci Romain. À toi. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger les applications gratuites depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez, à toute heure du jour ou de la nuit. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission La vie du peuple avec Reba da Silveira, modèle et multi-artiste de Paris. Et nous terminons cette émission avec Magic System et la chanson Chérie Coco. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Monsieur les jurés, bonsoir. Très content que vous soyez là, merci d'être parmi nous. Nous sommes réunis ce soir ici pour l'élection Miss Chérie Coco. Yeah. Avec en guest star, pour faire le show ce soir et mettre l'ambiance, Magic System et Soprano.
Scalp, s'il te plaît. Yeah. Camarade. Ambiance sentimentale. Yes, sir. Avec DJ Scalp. Magic System. Soprano. Chéri Coco, tu me rends dingue, dingue, dingo. Tu m'as dit que tu voulais du show, donc voici ce son soprano. Donc je suis là pour les frères et les sisters qui sont là pour mettre le feu sur la piste. Et mademoiselle, dis-moi pourquoi tu danses pas à salto. Surtout avec des mecs bien sapés. Tu sais bien qu'il faut pas blaguer, comme rien de la tête aux pieds. Mec obligé d'être stylé. Abidjan, Marseille, Padra, c'est une histoire de Dolce Vita, yo. Ensemble pour la fiesta, chéri Coco, y'aura pas de vita. Chéri Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. Tu vas pas partir avec ma chérie Coco, hein? Chéri Coco, faut pas blaguer. C'est la même Amalia. C'est une affaire de Dolce Vita. On va la laisser danser, laisse. Elle va danser, danser. Elle va danser, danser. Voilà. On va swinguer, on va danser. C'est avec le pied droit, hein? On va danser, la vie est belle comme ça. On va swinguer. On va swinguer, on y va, on swing. À gauche, Swinguer, swinguer. ok, on est parti. Souba, souba, souba. On va swinguer. On va danser. On va danser. On va swinguer. On va swinguer. On va danser. On va danser. Chéri Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. Ah, ça, c'est la belle vie, hein? Chéri Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le Il paraît même qu'il y a un qui s'appelle Sopra Baba. C'est chaud, hein, ma chérie? Ah, tu vas danser jusqu'à... Chéri Coco, chéri Coco. C'est quand même à danser, à danser, danser, à danser. Asibi bayo, asibi bayo, asibi bayo, asibi bayo. Voilà. Et les magiciens là. Tu veux dire quoi? Ah, je suis venu chez vous, magnifique. Chez nous, on dit c'est ça qui est la vérité. Et chez vous? Chez nous, on dit Zakweli. Ah ouais, donc c'est toi qui as raison.